Bonsoir, chers amis. Nous sommes ce soir réunis pour un nouveau débat intelligence artificielle et nous. Je suis ce soir en compagnie au téléphone de Constantin, d'Hamid, de Daniel Philippe et de Stéphane. Voilà, ce soir la thématique du soir, pour ceux qui allaient nous écouter le soir, ou la thématique du matin ou de l'après-midi pour ceux qui vont nous écouter le matin ou l'après-midi, sera: l'intelligence artificielle provoquera-t-elle une dégénérescence mentale massive? C'est dans le cadre des débats, l'intelligence artificielle et nous. Et tu peux appeler aussi débat Débat X, intelligence intelligence au au pluriel. pluriel. Les maladies neurodégénératives, schizophrénie, Alzheimer, etc., s'accroissent amplement ces dernières années. Pourquoi? Nous entendons des gens dire etc., car ils n'ont jamais lu cette expression latine qui se dit et cetera, parce qu'elle s'écrit etc. ou en abrégé ETC. Point. Excepté les intellectuels entraînés à lire, écrire et parler, la plupart des gens se contentent de répéter, tels des perroquets, tels des robots de première génération, ce qu'ils entendent émanant de la bouche d'autres gens, eux, aussi conditionnés à répéter, sans jamais lire de livres, sans jamais chercher le sens des mots. Nous allons vivre vieux et vieilles, nous annoncent les chercheurs en sciences biomédicales. Mais dans quel état? Les utilisateurs compulsifs de WhatsApp, des messages par SMS, sigle signifiant Short Message Service, et autres langages écourtés, rédigés généralement en langage dit télégraphique, pour exprimer à quelqu'un que nous sommes d'accord avec lui, nous n'écrivons plus c'est d'accord, mais quelques neuroprogrammations dans notre cerveau gribouillent C avec la lettre C, suivie de OK. Qu'on ne s'étonne pas du nombre de gens atteints de maladies de type Alzheimer qui vont apparaître dans les décades qui viennent. En effet, au-delà de l'illettrisme, la conséquence de la paresse intellectuelle, s'accroissant proportionnellement à l'accroissement de l'intelligence artificielle chez la masse des individus ignorant tout de leur neurobiologie cérébrale, sera la diminution de la structuration des idées, due essentiellement à l'activation d'une voie neurale longue impliquant une aire graphique parmi nos aires visuelles, puis la diminution de l'esprit critique qui permet la réflexion et la liberté d'expression. Messieurs, Ouais. on ouvre le débat. Alors, je veux bien commencer parce Oui, qu'en parlant, un petit peu plus fort si tu peux. en, en écoutant ton introduction, je me suis tout de suite posé la question de la synthèse et aussi de l'image par rapport à l'écriture. Donc, je précise mes termes, c'est-à-dire que de tout temps, nous avons eu tendance à trouver des codes pour simplifier nos idées et les transmettre, mais ça, c'est une voie de communication vers l'autre et se sont formés des langages communs, qui avaient tendance à se simplifier, se synthétiser pour tout simplement une question de rapidité et de praticité. Par contre, lorsque l'on il y a une différence entre le langage écrit, et le langage graphique. C'est-à-dire que le langage graphique, il a tendance peut-être à, je dirais, à fermer le monde dans le sens où c'est une image est figée, cadrée et fixée. Donc on peut communiquer par image avec des on va dire que les images seraient peut-être plus univoques que équivoques. Alors que si, par exemple, je parle à un individu, il y a du sens sous mes mots et si, j'articule une certaine complexité au travers de mon langage, finalement, j'ai une vision du monde
qui est plus, comment dire? Nuancé, plus, pluriel, qui est raconté et je peux, me décaler par rapport à quelque chose qui serait figé. Donc j'ai l'impression que d'un côté, il y a des avantages à une simplification et de l'autre côté, il y a des désavantages à la simplification. Et j'ai l'impression aussi que par ailleurs, nous rentrons dans un monde qui est de plus en plus complexe et donc notre récit par rapport à ce monde qui devient de plus en plus complexe devrait devenir de plus en plus complexe, de plus en plus nuancé, avec de plus en plus de signes. Et j'ai l'impression que finalement, les outils d'intelligence artificielle vont essayer de combler ce gap entre une certaine simplification qui est pratique et d'autre part une complexification qui ne fait que germer, augmenter, s'accroître. Et donc voilà, donc j'ai l'impression que l'exercice actuel est difficile. C'est de tenir à la fois le bout, le, mor- le lien avec une simplification pour échanger et en même temps une complexification du monde par ces technologies, par ces comportements et par ces humains qui deviennent de plus en plus quelque part différenciés. Sauf si on conçoit un humain qui est un humain normalisé, statistique, je sais pas comment le dire, mais sta- qui est un humain Installé dans la statistique. voilà, un humain, mais même plus que ça, un humain normé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit apparaître, par exemple, des examens médicaux, pardon, des analyses médicales, où finalement, on cherche à définir ce que c'est qu'un être humain qui fonctionnerait à l'équilibre à partir de la statistique, alors que c'est pas tout à fait Alors, vrai. Voilà, c'est j'ai une tout de suite introduction un peu longue, j'ai tout de suite envie de je m'en rebondir sur ce que excuse. tu viens de dire, ce qui est, à mon sens, très, très intéressant. C'est là, et je pense que Dan Phillips sera d'accord sur la notion de choix, d'un certain libre arbitre, parce que là, tu parlais d'un langage, d'une écriture plus courte, plus resserrée, donc plus rapide, et d'un langage plus châtié avec une écriture, des mots choisis. Mais là, dans le cas de l'intelligence artificielle, est-ce que, par exemple, les nouvelles générations je les décris dans le texte d'ouverture, qui vont utiliser des short messages, des SMS, ont ce choix, ou sont-ils déjà pris dans l'engrenage du non-choix? C'est la normalisation dont parlait Stéphane. On est pris déjà dans le système, mais euh, ce que tu as dit est énormément Et c'est intéressant. énorme, hein. Ils ont tous d'énormité et c'est dommage, j'aurais dû presque prendre des notes par rapport à diverses champs de ton propos. Alors, un qui me revient, oui, la différence souvent acceptée par la plupart d'entre nous entre un langage écrit et un langage parlé. Pour moi, c'est une grave erreur dans nos sociétés parce que c'est comme si déjà on avait schizoïdé, hein, schizein, le verbe séparer, diviser, qui donne schizophrénie en grec. Eh bien, on a séparé, ah, je peux parler, ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux, ouais, ouais, c'est un truc, voilà. Et puis je vais écrire élégamment, avec des termes choisis, châtiés, précis. Bon, mon avis, c'est comme si on coupait le cerveau en deux, et donc quand ça nous prépare à des maladies neurodégénératives. Ce qui est au contraire bien, c'est de s'entraîner à avoir un seul langage. Donc, si on a des mots drôles à l'oral, ben, on peut les reprendre à l'écrit, entre guillemets. Et à contrario, si on a à l'écrit des mots très précis, autant les avoir aussi à l'oral. D'autre part, dans ton propos, est-ce que tu peux me redire tout à fait la dernière partie de ton propos? Quel sujet? Sur quel aspect? Euh, Quel aspect? bah, si je le savais, ça serait bien, mais je me souviens que c'était dans la dernière partie, il y a eu un mot-clé, mais Lequel? tu sais plus ce que tu as dit à la fin. Ben, en fait, mon propos, il était lié à la question de la normalisation et les statistiques peut-être. Ah oui, oui, Le dernier aspect, c'est ça. c'était, Le mot-clé, les pour moi, statistiques. en tant que spécialiste du risque, humain et technologique, il y a un aspect qui est lié au risque au travers de ces outils. Ces outils, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils d'IA, hein,
sont fondés sur la statistique. Et donc, par exemple, ils vont, ils vont examiner, l'ensemble des savoir-faire, des documents, disponibles, donc avec une quantité qui est extrêmement importante par rapport à ce qu'un humain pourrait opérer ou processer. Et il va prendre, par exemple, il va fonctionner sur ce qui marche le mieux, ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, il va extraire ce savoir ou cette connaissance, ce processus, et puis il va normer, il va mettre une sorte de valeur qui va estimer si, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans un bureau, il effectue une tâche protocolaire, donc une séquence de documents à examiner. Évidemment, la machine va prendre les meilleurs qui réalisent le mieux la tâche, et puis ensuite elle va l'optimiser, et puis ensuite elle va la dérouler d'une façon qui sera la meilleure façon que différents humains ont eu de réaliser cette tâche-là. Le risque, c'est que finalement, ça va donner des normes qui seront par exemple des normes de performance, qui sont finalement des performances exceptionnelles. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait bien calculer, ben, on va extraire son savoir, de calcul, et puis on va le mettre dans les machines. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc le risque, c'est que, bah, les êtres humains étant différents, Les uns des autres, ouais. et ayant chacun un talent, spécifique, bah, le risque, c'est qu'on va vouloir, normer les êtres humains selon, selon la performance qu'on a extrait du meilleur des êtres humains. Et après, la machine va vous reprocher de ne pas, conduire correctement, de ne pas, rédiger votre lettre correctement, et ainsi de suite. Donc en fait, on va arriver à une sorte d'inversion, c'est-à-dire c'est l'encapsulation d'un savoir d'excellence normalisé qui va devenir la norme et qui va, être exigé de l'être humain qui lui peut-être n'est pas fait pour ça, c'est pas son talent, il est unique, donc il n'est pas, c'est pas forcément un calculateur génial. Et en fait, j'aime beaucoup l'exemple de la médecine et des tendances de la médecine actuelle. C'est-à-dire que maintenant, on a trouvé qu'effectivement, les analyses de sang, c'était quelque chose qui pouvait aider à diagnostiquer la santé d'un être humain. Et puis, on met des normes, donc on met des normes sur le nombre de globules rouges, le ratio entre globules rouges, globules blancs, le taux comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, les taux Le de cholestérol, le cholestérol, diabète. voilà, j'ai cherché cholestérol, diabète. Et on croit que la moyenne, c'est la norme. La moyenne, c'est bien. C'est tout ce qu'il y a de plus fou. Vous avez des êtres humains qui fonctionnent dans des domaines hors de l'équilibre et qui fonctionnent parfaitement avec leur morphologie, leur passé, leur génétique. Et donc le risque, c'est que finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on fait chacun une analyse de sang, peut-être que nous sommes en bonne santé, mais vis-à-vis de la norme qui a été conçue, qui est une norme statistique et fabriquée sur la moyenne, peut-être qu'en fait, on va vous déclarer malade. Et donc, on va vous prescrire automatiquement des médicaments pour remettre votre taux de globules rouges en telle moyenne, alors qu'en fait, c'est faux. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une norme qui en fait est à la fois vraie de façon moyenne, mais fausse de façon singulière et individuelle. Et donc le risque, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un gros risque par rapport au fait justement de fonctionner sur des moyennes et de la statistique. Alors, bon, le mot-clé pour moi qu'il me fallait, c'était statistique. Dès que tu l'as dit, je dis, ah, ça y est, je me souviens. Mais ce qui est très drôle, c'est que tu es rentré dans le domaine que je voulais évoquer, c'est-à-dire Ah, la mais alors c'est santé. parfait. Mais par contre, ce que je voulais évoquer, tout en allant dans le même sens que toi, est légèrement différent. Mais disons, la formule est différente. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est combien, justement, notamment de jeunes médecins, par rapport à un système normatif et non pas performatif, te disent, voilà, c'est comme ça, tu dois avoir ça, ça, ça. C'est à peu près ce que tu as dit. Et moi, ce qui me paraît intéressant, et ça va plus loin, mais c'est ce vers quoi tu as amorcé la discussion en fin de propos, c'est la notion justement de
de différence entre les individus parce que, et c'est ce que j'ajoute, on s'est rendu compte, il y a beaucoup d'études, notamment aux États-Unis, qu'un individu vieillissant, Mmh. parce que justement ce que tu as dit, on est tous avec des mécanismes différents les uns des autres, donc on a la norme qui est ici, mais il y en a quelqu'un va un peu là, un autre un peu là-bas, un peu ici, un peu. Et peu à peu, bien, dans l'âge, on arrive à survivre alors qu'on est de moins en moins dans la norme. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir se dire, pour un jeune médecin, s'il soigne quelqu'un de 20 ans, c'est pas quelqu'un de 80 ans. Quelqu'un de 80 ans qui même est tout à fait bizarroïde, il fonctionne bien, bah laissons-le fonctionner bien. Ne l'obligeons pas absolument à être dans la norme, ou là ça va tout casser, puisque l'ensemble c'est une harmonie, c'est Oui, en fait, c'est aussi la pensée derrière. C'est-à-dire que on a des systèmes qui sont régulés, sinon on ne serait pas vivant, hein. Mais par contre, on peut aussi imaginer d'autres manières de penser les mécanismes de régulation de l'humain. Donc en particulier, il y a des recherches qui ont été effectuées il y a une vingtaine d'années par le professeur Elie Bernard Veil, qui montraient que par exemple les hormones fonctionnent en ago-antagonisme. Et donc on a intérêt à comprendre les couples, par exemple, d'hormones chez un individu spécifique, et comprendre la relation spécifique qui existe entre, par exemple, ces couples d'hormones. Et il peut y avoir des fonctionnements qui sont très différents d'un individu à un autre. Et donc c'est une autre façon de réguler et de retrouver des équilibres qui sont liés non pas à une moyenne statistique d'observation de plusieurs corps, mais les autorégulations qui se situent à travers un individu spécifique avec son histoire, sa genèse, peut-être ses déformations ou en tout cas ses organes qui sont, il y a peut-être des organes qui fonctionnent légèrement différemment, il y a des cœurs qui fonctionnent plus vite, il y a des cœurs qui fonctionnent plus doucement et donc vouloir, remettre les cœurs, à la même vitesse est peut-être une grosse et vraisemblablement une grande erreur. Parce que ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Et donc mais par contre, dans ce que tu as dit, ce qui est à mon avis important, c'est la question de l'équilibre. C'est-à-dire la question de l'auto-équilibre trouvé par un organisme pour qu'il vive. Et les auto-équilibres ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire la moyenne du fonctionnement global, on est tous humains, mais la moyenne des taux de régulation et d'équilibre des différents humains n'est pas, la moyenne d'un corps unique, singulier, avec son histoire, avec ses Et, épisodes, et donc, comme tu le affectifs, disais, on ne peut pas se baser sur l'intelligence artificielle fabriquée en mesure du performant, c'est ça. alors que chacun va avoir justement ses diversités. Et est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas aller vers ce qu'on disait tout à l'heure, donc une intelligence de médecin, une intelligence humaine du jeune médecin ou du médecin plus mature qui a eu un cadre d'apprentissage, un cadre pédagogique, on a dit voilà, là, cette moyenne-là, c'est pour un homme de 20 ans, c'est ça, pour un homme de 80 ans, c'est ça. Mais l'intelligence aussi humaine va apprécier le patient, va apprécier l'histoire du patient pour donner finalement le bon diagnostic et choisir le bon taux pour tel, par exemple, le taux de cholestérol adapté à cet homme-là, le taux de diabète adapté, enfin les différents taux. Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas aussi tendre vers ce genre de diagnostic, un diagnostic beaucoup plus précis Ah dans le oui, temps? oui. Ah, oui, c'est vrai que tu as raison, tu renverses la question. Je renverse la Oui, question. oui, Ouais. mais Bah, c'est-à-dire que, alors, c'est ton dernier propos qui, à mon avis, est fondamental dans le temps. Parce qu'au tout début, à mon avis, l'intelligence artificielle, pendant peut-être 10, 15, 20 ans, va en effet tendre à nous normaliser, ce qui va être catastrophique. exactement. Et là, il y a des gens qui, pour le coup, deviendront fous, on peut le dire, parce qu'ils se diront, mais on me force à prendre tel médicament, et je me rends bien compte que ça me détruit, alors que, bah, évidemment, c'est des pauvres gens, C'est déjà le cas, hein, bien sûr. Mais en effet, tu as raison, peut-être qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y aura tellement de polysémie, si on peut dire, dans l'intelligence artificielle, il y aura des variantes tellement vastes que ça s'adaptera à chaque individu. On aura la fameuse médecine personnalisée qu'on souhaite et qu'on développe oui, petit à petit. c'est le rêve actuel, c'est ça, c'est de fabriquer une médecine personnalisée, mais sans forcément avoir les présupposés et les datas
pour effectuer et réaliser cette médecine. Donc c'est un peu c'est pour le coup, c'est un discours, à mon avis, un peu schizophrénique et un peu, comment dire? Il y a un espoir qui est surdimensionné par rapport aux possibilités, je pense, de captation et de compréhension de l'être humain, je pense, hein. Après, ça me rappelle un peu l'histoire de ce, je sais pas si c'est vraiment en lien, l'invention du cœur artificiel. Ah oui. En fait, on s'est aperçu que lorsqu'on greffait, alors on a compris de façon hydraulique le fonctionnement du cœur, on l'a modélisé, on sait comment ça Type de fonctionne, parce que battement, etc. on projette sur le cœur une vision d'une pompe, c'est-à-dire on a un état d'avancement de la pensée technique qui fait que on imagine que le cœur, c'est une pompe. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que même si on modélise parfaitement les flux dans un cœur et qu'on en fabrique un, on est capable d'effectuer ça. En fait, on s'est aperçu que quand on greffait les personnes avec des cœurs artificiels, en fait, on s'est aperçu que ça déréglait le cycle hormonal. Et on s'est aperçu Ouais, que ouais. le cœur était aussi, alors je ne sais pas si j'ai bien tout saisi, mais j'ai compris que le cœur, en fait, il impulsait le moment où une hormone va lâcher va effectuer ses opérations dans le sang Te et donc diffuser. se diffuser. Et donc, il y a aussi un rôle de temporisation et d'allocation du rôle des hormones dans le corps. Et ça, on s'en est aperçu parce que quand on a greffé les cœurs artificiels dans les gens, ben, ça marche, le cycle hormonal était complètement déréglé, ça fonctionnait plus. Donc, on s'en est aperçu par panne, oui, par essai-erreur. Et donc, j'imagine que petit à petit, ce que tu disais, si on a une vision positive, c'est que petit à petit, par essai-erreur, avec des feedbacks, petit à petit, bah, plus ça ira, plus effectivement, l'intelligence artificielle pourra être une aide, mais une aide sur le corps, j'allais dire, matériel. Bah, là, pour Alors, l'instant, les dernières données sur l'intelligence artificielle concernant le cœur, puisque tu l'évoques, j'avais vu un papier de la fin 2025, c'est qu'on va avoir la possibilité de quasiment fabriquer un cœur. C'est oui, plus on remplace un cœur par un autre cœur, c'est oui, on fabrique un oui, cœur qui là, alors, comme tu le sais, le cœur ça fonctionne avec des pulsions, donc c'est un phénomène électrique qui amorce le battement. Ensuite, on sait, mais ça c'est depuis l'embryon, qu'il y a des cellules cardiaques, c'est impressionnant d'ailleurs quand il y a la création d'un être humain, tu as des cellules que tu vas placer au niveau du cœur, on est à l'échelle embryonnaire, et qui vont se mettre à battre. Donc on se dit, voilà, c'est impressionnant, comme si l'ADN avait déjà programmé qu'il y aura un machin, un bidule, truc qui s'appellera un cœur. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que maintenant on puisse avoir un cœur complètement artificiel, génial, qu'on rattache au système donc d'impulsion électrique, et là, ça se met à battre, et ça se met à battre en harmonie avec l'individu, puisque ça va s'adapter à oui. l'individu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, nous, êtres humains singuliers uniques, on comprend bien qu'il y a une relation entre la qualité de notre cœur, nos battements cardiaques et les émotions. Alors, est-ce une machine sera capable de réinjecter dans la fabrication de ce fameux cœur idéal l'histoire des émotions ressenties par la personne? Et donc, quels seraient les capteurs de cette machine? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Moi, je pense qu'il y a un souci à ce niveau. C'est-à-dire qu'on a un cœur matériel, mais nous ne sommes pas que un cœur et un corps matériel. Et donc, cet aspect-là, à mon avis, n'est pas apporté Bah, d'une machine, ou en tout cas pas encore. Et je ne sais pas comment la machine pourrait interpréter, faire des pour l'instant, liens, comprendre c'est pas ça. trop la machine, parce que la machine, elle est juste pour le démarrage, et après, elle s'adapte. Et nous, Oui. justement, c'est nous qui allons avoir ce cœur émotionnel par rapport au cœur fonctionnel, on peut dire, Mm. qui vont s'adapter l'un à l'autre. Mais ils sont liés, ils sont reliés. Ça repose ta question de Voilà. base. C'est vrai que on parlait de la folie, on parlait de. Oui. C'est inquiétant. De toute façon, je voulais souligner deux éléments par rapport à ce qui a été dit.
la norme des émotions. En ce qui concerne les émotions, il est clair que l'intelligence artificielle ne, ne joue pas dans ce cadre-là. Il n'y a pas d'émotion concernant l'intelligence. Elle joue pas elle joue pas de rôle. Par contre, je pense qu'elle peut, Suscité chez nous. elle peut, C'est elle ça, peut détecter les effets des émotions. C'est-à-dire elle sera peut-être vraisemblablement capable de détecter les effets d'une émotion retranscrits physiologiquement par un corps humain. Et donc, on peut imaginer qu'à l'envers, elle pourra inférer les Oui. causes. Oui. Et tu as raison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu comme si on regarde un film, c'est-à-dire on interprète le film, mais c'est jamais que quelque chose qui ne sont que des points sur un écran. Ah, Parce qu'il est- Constantin, oui, on entend. Oui, oui, difficile à distance. Donc pour le coup, moi, enfin, si je rebondis sur le dernier propos concernant en fait les émotions d'une intelligence artificielle, enfin en tout cas la captation et les émotions en tout cas qui sont transmises ne sont que des émotions par mimétisme, parce qu'il faut comprendre que les intelligences qui sont les plus bluffantes sont celles de ChatGPT, de Grok, qui ont été entraînées sur du texte, ont été entraînées sur toute la littérature du monde. Donc, bien entendu, si j'implique en tout cas une phrase, en prononçant en tout cas des mots, ces mots vont être interprétés et, par un jeu en tout cas de création statistique, hein, comme précisait Stéphane tout à l'heure, sans être dans la normalisation, puisqu'il y a un facteur aussi aléatoire dans la création de la réponse qui va aller chercher des extraits dans des livres et en tout cas mimer en tout cas une réponse qui va me paraître humaine, mais au-delà de ça, elle va se baser que sur mes mots, sur la séquence en tout cas des mots et du texte que je vais lui transmettre. Je pourrais très bien utiliser une phrase de manière ironique, comme je pourrais le dire très sérieusement, ou inversement, je pourrais avoir un ton sarcastique, mais cette information-là ne sera jamais transmise. Donc je pense que, pour revenir un tout petit peu au sujet, puisque on parlait de l'intelligence artificielle comme potentiellement un danger pour nos cerveaux, pour notre manière de penser, pour notre manière en tout cas de produire de l'intellect, puisque finalement, on pose une question, on obtient une réponse, et on pourrait très bien s'arrêter là. En effet, si on est dans ce schéma-là, forcément, on devient tous idiots. Je finis, mais pour le coup, je voulais juste préciser que y a un doute sur, en tout cas, la longévité de ce système dans le temps, s'il ne se base que sur des éléments écrits, que sur l'ensemble des connaissances déjà acquises par l'humanité. Parce que, forcément, c'est un vase clos. Donc, on va générer quelque part de l'intelligence, on va générer quelque chose, on va générer du texte, du langage, des images, etc., autour d'un vase clos. Donc, est-ce qu'on va rester dans le vase clos, ou est-ce que, au-delà de ça, l'homme va toujours impliquer une partie de son imagination, de sa créativité, de tous ses sens artistiques, de ses sens aussi, dans cette production d'intellect. Et en effet,
je pense qu'il y aura de- deux types, en tout cas, de personnes qui vont s'envisager, en tout cas, dans ce futur. Je pense qu'il y aura ceux qui s'arrêteront juste à l'outil qui permet de obtenir une réponse un tout petit peu de manière, en tout cas, sans essayer de comprendre la réponse, sans essayer de creuser en tout cas la réponse, sans essayer de mettre en commun, en tout cas, des informations les unes avec les autres, les confronter. Et ceux qui justement seront des architectes qui travailleront beaucoup plus vite grâce à ce premier jeu de connaissances, un peu comme une grande encyclopédie qui est à notre disposition. Donc, en effet, je suis d'accord sur la normalisation, mais en effet, si un jour les personnes qui mettent en œuvre en tout cas, ces intelligences impliquent aussi nos émotions, sonder aussi notre corps, la réaction en tout cas. Par exemple, mon cœur bat vite, c'est peut-être parce que j'ai peur ou peut-être parce que je suis heureux. Si on pouvait mettre en relation en tout cas les indicateurs de notre corps, nos yeux, de l'espace qui nous entoure spécifiquement et l'injecter dans une intelligence qui nous répondrait en fonction de nous, en effet, les choses seraient beaucoup moins normées, comme disait Stéphane. Je m'arrête là. Merci. C'est fort. Oui, je donne la parole à Danfil, va te répondre et après on va donner la parole à Hamid. Hein. Il n'a pas encore. Oui, Constantin, justement, je pensais en t'écoutant à une étude récente, donc fin 2025, début 2026, concernant le langage des bébés. Et justement, l'intelligence artificielle a été capable, ce que nous, on n'arrivait pas à produire, à décoder tel ou tel cri différent d'un bébé qui veut dire j'ai faim, qui veut dire j'ai peur, qui veut dire j'ai besoin d'amour, etc. Donc on n'en est pas à lire les émotions d'autrui, mais on en est, grâce à l'intelligence artificielle, au moins à accéder à l'existence de ces émotions dans leur diversité. On va donner la parole à Hamid. Moi, je voudrais revenir au sujet tel qu'il a été posé au départ. Et la question posée, c'était est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va provoquer la dégénérescence mentale? Bon, c'est-à-dire, si on regarde un peu l'histoire, on sait que chaque grande invention a été, si vous voulez, accusée de rendre l'humanité plus bête. Si on prend par exemple l'écriture, elle devait détruire la mémoire. La calculatrice, par exemple. La calculatrice, elle devait tuer le calcul. L'Internet devait ruiner l'intelligence humaine. Et pourtant, ils sont toujours là. D'accord? Moi, il me semble déjà que la vraie question, ce n'est pas, il me semble, que l'intelligence artificielle va-t-elle donc nous rendre stupides, mais à quelles conditions le fera-t-elle ou non? Ça, donc, parce que quand on parle de dégénérescence artificielle, donc moi, il me semble que c'est lié au quotient intellectuel. Est-ce qu'il va y avoir une chute brutale du quotient du QI ou pas? À ce niveau-là, on peut distinguer trois éléments. Donc, vous avez donc l'effort intellectuel. Est-ce qu'on va faire moins d'efforts intellectuels? Donc, la paresse. Moins d'attention aussi. Et aussi, moins d'autonomie dans la pensée. Moins d'autonomie dans la pensée. Tu as toujours la notion d'une, comme en mathématiques, on appelle ça la loi des grands nombres. C'est-à-dire, tu penses à une énorme masse humaine, parce qu'à mon avis, il y aura toujours des individus réfractaires, puisque tu évoquais par exemple Gutenberg, l'écriture, enfin, par des appareils, par des. L'imprimerie.
L'imprimerie, eh bien, merci à toi, ça c'est bien. On se rend bien compte que ça aurait pu, tu l'as dit, tout arrêter, ben non, on s'est mis à écrire autrement. Mais on a aussi commencé à avoir des idées. Tu parlais du calcul avec Blaise Pascal. Et Blaise Pascal, après lui, en effet, c'est pas la mort. Il y a plein de gens qui se disent, ah si, j'ai développé sa méthode. Donc là, on peut avoir peut-être, en effet, ce que tu as dit, donc globalement, pour la plupart des gens, ça va être un investissement généralisé, mais pour un certain nombre dedans, d'individus qui vont dire, mais au fait, ça me contraint, j'ai pas envie d'être dans la contrainte ce que disait Stéphane, système normatif, donc je vais entrer dans un système à moi, je vais créer des variantes. Mais c'est toutes les questions qu'on se pose, Mais d'accord? Et l'enjeu, il me semble que c'est là que se joue l'enjeu humain. C'est par rapport à toutes ces questions-là qu'on vient Oui. mais je pensais aussi à quelque chose, c'est-à-dire ça peut, sous certaines conditions, être un moyen pour les êtres humains de s'améliorer. Mais c'est un peu comme c'est acteur ou spectateur. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on devient spectateur d'une réponse que l'on pose à la machine, ou est-ce que on co-construit la réponse à partir des matériaux qui sont déjà préétablis? Mais ça suppose comment dire ça, une implication en tant que sujet dans le matériau qui est proposé. Or, le risque, c'est qu'effectivement, tu l'as souligné, c'est que comme nous avons tendance, je généralise pas, mais nous avons tendance à être paresseux Ouais. et à s'emparer, par exemple, de la calculatrice, bah, c'est vrai que la fonction primaire du calcul, bah, aujourd'hui, la fonction mentale du calcul est, à mon avis, très, très a décru par rapport à il y a 40 ans où tous les enfants apprenaient à calculer. Aujourd'hui, finalement, comme on a externalisé cette fonction dans des machines, bah, il suffit de s'en saisir et le résultat intervient très rapidement. Alors, est-ce qu'il y aura le même processus avec l'IA? Certainement, certainement. Mais ça veut dire aussi que le risque, c'est à partir du moment où l'externalisation met en dépendance l'acteur humain. C'est-à-dire que l'acteur humain, quelque part, il y a ça, il y a beaucoup ça dans les films de science-fiction, mais la, la chose, le processus externalisé, le processus externalisé se met à dicter les comportements que l'humain doit adopter par rapport à une norme. Et donc, bah, il y a un exemple très, très concret, c'est le véhicule, la voiture qui aujourd'hui, si par exemple vous déviez de la route ou si vous passez mal les vitesses, elle vous sermonne, elle vous dit ah bah tu conduis mal, voilà, tu sautes la route, voilà. Donc là, à mon avis, le risque c'est ça, c'est de se trouver face à une machine insensible qui finalement va nous surdéterminer notre propre chemin. Et en fonction d'une référence qui est une référence statistique et moyenne qui vraisemblablement ne permet pas l'invention, la déviance, la violation de la norme, qui Oui, est parce que source de développement et d'accroissement et de sortie de ce dont parlait Constantin. De ce dont parlait Constantin, c'était la sortie d'un système en vase clos ou d'un système fermé. Parce qu'en fait, si on veut que le système évolue, il faut être capable de violer et de alors, t'as entendu, il faut être contester la capable de norme. violer. Il faut être capable de violer, oui. Alors oui, parce que La norme. je vais donc là on est dans une question, une sous-question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle, et je repensais à ce qu'a dit Danfi tout à l'heure, qui était vraiment vraiment intéressant, est-ce que cette intelligence artificielle elle va nous rendre stupides ou elle va nous réveiller, Bête, comme disait ou elle va nous réveiller? Et moi je pensais à ce qu'a dit Danfi tout à l'heure, et Danfi l'a dit, mais il y a certains individus qui vont sortir de la route, qui vont prendre une autre option, qui vont en entraîner d'autres. Alors, et moi je repensais tout à l'heure, la première question à la suite de ton introduction, Stéphane, je me demandais sur le langage SMS, le langage, donc, tu as dit un langage utile, une utilité courte, ou un langage plus châtié, beaucoup plus long. Et je vous posais la question, est-ce que là, il y a un choix pour chacun, ou est-ce qu'on est
dans une normalisation. Et donc, pour l'instant, les individus sont rentrés, les jeunes gens qui utilisent beaucoup les SMS, et voire les autres moins jeunes qui copient ce qui est déjà en cours, sont dans cette normalisation. Vont-ils être capables d'en sortir à un moment ou à un autre? Et le langage beaucoup plus, je dirais, châtié, beaucoup plus structuré, beaucoup plus précis, les mots précis, le vocabulaire adapté, va-t-il encore être des nôtres ou va-t-il vers sa disparition? Voilà, je vous lance sur cet objectif-là, les amis. Il y a pas que, il y a pas que l'exemple que tu viens de Oui, citer. je donne un. On peut citer d'autres Bien sûr. exemples. Le GPS, par exemple. Oui, Le on devient, GPS, les correcteurs automatiques. Bien sûr. on devient GPS dépendant. Hein. Voilà, les correcteurs automatiques, par exemple. C'est dépendant. Il y a aussi les intelligences artificielles génératives aussi qui peut vous mettre en place des textes. Donc ça vous empêche de penser. Oui, c'est du temps de conscience. Hein. Voilà. C'est tout le temps où on est en lecture et en réception, s'il n'y a pas un effort de reconstruction du processus de cette réponse, en réalité, ça, enfin, je sais pas, Danfield, tu peux me reprendre, mais si par exemple on a des jeunes, je prends par hasard les jeunes, si on a des jeunes qui attendent une réponse de l'IA, et qui finalement ne réalisent pas l'effort de la relire à minima, de la relire et de la comprendre et de l'imager et de la restructurer, bah, là, dans ce cas-là, effectivement, c'est du temps de conscience qui est mangé, qui est perdu. Alors, je vais te répondre, mais juste je reviens un tout petit peu sur la question de Serge. Oui. Moi, à mon avis, la problématique, elle est aussi dans la cyclicité. Il peut y avoir un moment, et ça va rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéphane, il y a un moment où on s'effondre, tout le monde est zombifié, imbécilisé et même fou s'il le faut. Puis à un moment, on se reprend et une autre phase d'humanité qui va se dire ah, j'ai envie d'avoir un langage châtié. Parce que pourquoi dire simplement c'est OK? Maintenant, je peux dire tout cela me sied à un langage ancien qui réapparaît. On l'a vu par exemple, des mots comme obsolescence, c'est un mot qui a disparu du vocabulaire français pendant 80 ans, 80 et quelques années, et qui est revenu grâce à l'informatique. C'est des beaux mots qui peuvent disparaître et réapparaître. Alors là, Stéphane, pour revenir justement par rapport à ton questionnement sur les neurosciences, là aussi j'aurais un regard à deux niveaux. Par exemple, on sait que la gaine qui permet la transmission de l'information d'un neurone à l'autre, donc l'axone, fonctionne plus vite quand on a une certaine graisse, entre guillemets, qu'on appelle myéline. On sait aussi que la myéline, quand on est tout petit, on n'en a pas, ça fonctionne très lentement. Donc, on me pose une question, j'ai 4 ans, faut que je comprenne le contexte, faut que je comprenne pourquoi on me pose cette question. Bon. Et là, on va se dire, on va être en effet capable de copier l'intelligence artificielle d'une façon bête. Oui, c'est stupide, on est pris par une stupeur exagérée, on est dans la stupidité absolue. Mais quand on arrive, tu l'as un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, puis d'ailleurs aussi Ami d'une autre façon, l'adolescence avec les hormones. Et là, la myélinisation qui va de l'arrière vers l'avant, qui atteint le cortex frontal, préfrontal même, et l'individu commence à avoir une prise de conscience de ce qui se passe. On n'est pas encore à se dire j'ai conscience que je suis en train de parler, mais ça s'approche. Donc là, c'est le même individu, il a la même intelligence artificielle qui lui donne des mêmes systèmes normatifs, mais il peut se dire ouais mais ça non je suis pas d'accord, moi je veux pas le vivre comme ci, je préfère le vivre comme ça. Mais un autre camarade qui va dire ah mais moi ni comme ci ni comme ça, mais comme ci ou comme ci je préfère. Voilà. Donc on va avoir là à mon avis des schémas différentiels qui vont nous ramener vers ce que dit Hamid finalement l'humanité qui va revenir malgré qu'on a la calculatrice, qu'on a peu à peu, on va redevenir des moments de réadaptation du cerveau humain. C'est juste correcteur orthographique, et je me disais une expérience personnelle.
Le correcteur orthographique, bah, évidemment, si on a des bases grammaticales, si on a des bases de vocabulaire, le correcteur orthographique aussi, je parle en connaissance de cause, il nous permet aussi de rectifier ce que l'on a peut-être oublié. Il nous permet aussi de rectifier si le correcteur orthographique, bah, c'est pas ce que l'on veut dire dans la phrase, c'est pas adapté à notre vocabulaire, à notre phrase, à notre idée. On peut changer, mais pour ça, il faut les bases. Et c'est juste, ça permet de réactualiser nos bases, nous rappeler si on a des oublis, parce que bah, la langue française est telle qu'elle est difficile. Voilà. Hamid, si tu veux. C'est-à-dire, pour résumer, l'intelligence humaine, je parle d'intelligence humaine, lorsqu'elle est déléguée, si on la délègue l'intelligence artificielle, avec le temps, notre intelligence, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va s'atrophier tout simplement. Et je pense que ce n'est pas qu'une image. Les neurologues, par exemple, ils observent, hein, les neurologues, eh ben, observent que l'usage excessif d'outils passifs peut réduire l'activité dans l'hippocampe, c'est-à-dire la zone où s'exerce la mémoire. D'accord? Et le cortex préfrontal dont tu as parlé, où s'exerce la planification et le raisonnement. Ça s'est observé par les neurologues. Les mêmes zones touchées par Alzheimer. D'accord? Où mémoire et planification s'affaiblissent. Si on parle par exemple des personnes atteintes de la schizophrénie, par exemple, le raisonnement abstrait chez ces personnes est déjà fragilisé à cause de la maladie. Et la distinction entre la réalité et le fictif et les idées internes est compliquée pour ces gens-là. Si ces personnes utilisent l'IA sans encadrement, qu'est-ce qui va se passer? Elles risquent de renforcer des biais ou de confondre information et interprétation. Donc, voilà, si vous voulez, les dangers. Donc, si on se laisse, comme on vient Porté par l'intelligence porté par artificielle. cette paresse intellectuelle, Aspirer. Voilà, aspirer. Donc, voilà ce que je voudrais dire là-dessus. Donc, le danger, en vérité, ce n'est pas la machine, ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est nous, quand nous abandonnons notre réflexion. D'accord? Donc, il convient de ne pas abandonner notre pensée à une intelligence artificielle qui ne pense pas. Vous voyez? Bien sûr. C'est Mais le en même temps, paradoxe. alors moi j'ai envie d'aller plus loin. Bah, là, je rentre dans mon travail de recherche en neuroconnectique. Et donc la problématique qu'on observe au niveau de la connectique neuronale, c'est qu'elle a lieu tout simplement parce que ça fonctionne, c'est un mécanisme. Mais quand tu vois en face de toi une intelligence artificielle, un logiciel bot, encore pareil qu'un robot, mais là c'est plus intellectuel, comme tu viens de mentionner, Rabin, eh bien évidemment, il y a quelqu'un en nous qui rentre en révolte. Alors, il y a des gens qui vont être tout mous, oh, bah oui, c'est pas grave, bien sûr, mais il y en a qui vont se dire, mais, et là, ce sera plus la crise d'adolescence, ce sera beaucoup plus tard. Des gens de 30, 40, 50 ans, peut-être même 90 ans, qui se diront, mais attends, ça va pas du tout, je ne supporte pas, justement, que le logiciel me dicte ma pensée. Il va commencer à se dire, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une voix ici, une voix là, ce que j'ai dit il y a quelques minutes, mais à mon avis, c'est vraiment ce qui va apparaître. Il va y avoir une nécessité d'échapper à ces normes diverses et variées. Oui, là, jusque-là, nous avons quelque part mentionné les dangers. Maintenant, il y a les inconvénients, il y a les avantages. Oui, Les avantages, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, on peut donner des exemples. Nous avons parlé tout à l'heure des calculatrices, par exemple. Prenons un objet en mouvement. Une calculatrice classique, simple,
va vous donner une réponse. Par exemple, quelle est la position de l'objet, quelle est la hauteur, quel est, je ne sais pas, le temps, peu importe. Une réponse. Par contre, l'intelligence artificielle ou une calculatrice avancée, elle peut vous donner beaucoup de scénarios possibles. Pas une réponse, plusieurs réponses. On peut se poser mille et une questions par rapport au mouvement de cet objet, la stabilité, pourquoi, La balise. pourquoi par exemple, la trajectoire, pourquoi elle change, la stabilité du mouvement, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que l'intelligence artificielle va nous pousser à réfléchir plus, Mhm. passer de la paresse Oui, à une réflexion plus poussée. Pour rebondir, on peut imaginer aussi que un expert IA pourrait peut-être être capable de former un expert humain. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait un peu comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction pour les gens qui s'entraînent à l'épée, au combat d'épée, où on voit qu'une machine finalement va entraîner l'humain mieux qu'un autre être humain parce qu'elle a mémorisé des tas de mouvements d'autres êtres humains. Donc ça, c'est effectivement sur des domaines d'expertise, à mon avis, des domaines d'expertise orientés. J'entends là une discipline fermée, stabilisée. Effectivement, l'IA, si elle est bien conçue, peut permettre d'accroître les compétences d'un humain. Je vais redonner la parole à Constantin. Constantin, tu nous entends? Si tu veux un peu, si tu veux rebondir sur tout ce qui a été dit. Je te remercie, Serge. De rien. Pour le coup, tout à l'heure, justement, j'exprimais un tout petit peu la dualité entre la paresse face à l'intelligence artificielle et potentiellement l'être humain face à un outil qui lui permettrait de progresser. Tout à l'heure, on parlait de la calculette. La calculette n'est qu'un outil, en fait, pour calculer. C'est sûr que si on me pose la question combien font 10 fois 50 et que je suis obligé de prendre une calculette, forcément, mes capacités cognitives vont se réduire au bout d'un moment. Par contre, si le projet est plus grand, c'est-à-dire mon but est de calculer le coût de mon voyage et organiser justement avec l'IA pour voir les fjords en Norvège, et que je me suis intéressé grâce à cette intelligence artificielle justement qui m'a ouvert en tout cas la boîte de toute l'information concernant en tout cas tous les parcours possibles et qui m'a permis de découvrir quelque chose activement et non pas passivement. Comme on disait tout à l'heure, forcément, la calculatrice, à ce moment-là, me permet de gagner du temps, en tout cas sur ma tâche, et finalement, en fait, de me permettre d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus grand, plus rapidement. Donc, on en revient à l'outil, finalement. Chaque jour, hein, j'utilise professionnellement, l'IA, j'en vois les limites parfois. Parfois, j'y trouve de bonnes informations. Moi, c'est un outil de recherche. Je parlais d'une encyclopédie tout à l'heure. À partir du moment où notre posture face à l'IA est active, ça peut être très bénéfique justement cognitivement. Ce qu'il est moins, c'est quand l'IA, en fait, par exemple, prenons des plateformes de contenu en ligne, TikTok, comme Instagram. Imaginons que demain, je demande à une IA de produire du contenu quelconque basé sur les préférences d'un certain nombre de personnes et que je mets ça à disposition, en tout cas des internautes, de telle façon à gagner beaucoup d'argent grâce à, en tout cas, du placement publicitaire, etc. Forcément, les personnes qui seront en face, justement, du contenu qui a été généré artificiellement,
vont devenir de plus en plus bêtes ou vont perdre leur capacité cognitive puisque finalement, je vais leur donner artificiellement, en tout cas, je vais leur servir du contenu qui va les rendre au final stupides, voire même peut-être même altérer leur psychologie. De ça, tout à l'heure on parlait, je connais pas très bien les aspects en tout cas physiologiques qui, pour vos maladies en tout cas psychiatriques, mais évidemment, je pense que comme tout outil qui a été découvert, en tout cas historiquement, il y a toujours, en tout cas, le bon et le mauvais qui se dégagent de chacune des ères où une découverte, en tout cas, quelque chose de nouveau est arrivé, en tout cas, a été mise à disposition. C'est comme Internet, on parlait tout à l'heure. Internet, ça a été la possibilité de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, pouvoir publier du contenu numériquement en grande quantité, de créer des ponts d'informations entre plusieurs pays. Et puis de l'autre côté, ça a permis aussi de, voir naître des mauvais comportements chez les êtres humains. Donc, tout outil a son bon et son mauvais côté. Ensuite, chacun, je reviens à mon idée initiale. Si consciemment on est face à l'outil avec un projet qui est plus grand que ce que peut produire l'outil, c'est-à-dire en étant architecte conscient de ce que l'on souhaite récupérer de l'outil, alors l'intelligence humaine perdurera. Si on utilise l'intelligence artificielle pour finalement en fait ne plus réaliser certaines tâches sans en faire, excuse-moi Delphine, à chaque fois j'oublie, sans créer autre chose à la place, sans être conscient en tout cas que l'outil, justement, en ne réalisant plus certaines tâches, nous permet justement de gagner du temps pour en réaliser des nouvelles, passer du temps à imaginer, à écouter, à rentrer en tout cas en connexion peut-être aussi avec notre environnement pour mieux le comprendre et peut-être découvrir de nouvelles idées, de nouvelles sciences. Ben forcément, risque de devenir tout stupide. Et ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va changer ça. C'est parce que l'humanité aujourd'hui veut encore progresser. Justement, ça m'amène vers un questionnement que j'ai envie de vous poser, mes amis. Alors, cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle va renforcer donc, notre paresse euh, et on va aller vers une dégénérescence au niveau du cerveau, une dégénérescence neuronale, et qui va nous amener à la limite vers une perte de soi, vers une chute brutale de notre quotient intellectuel, notre quotient émotionnel, notre créativité, ou alors ça va être aussi une forme d'alarme pour nous, d'alarme pour l'humanité, pour se dire, hé, attention, là, nous sommes en train, enfin pour certains qui vont être des précurseurs, qui vont se dire, hey, attention, là, on est en train de perdre pied face à cette machine, parce que l'on est plus ce que l'on était, et parce que on n'est plus dans cette envie d'intelligence et dans cette envie de souveraineté intelligente sur cette planète. Est-ce que ça va être un cri d'alarme pour l'humanité? Ou est-ce qu'on se dirige vers ça ou pas du tout? Enfin, c'est un peu
À mon avis, il y a quand même les deux, parce que il y a longtemps, j'ai donné ça, c'était invité par Paris 7. Dans une conférence, j'évoquais que face aux robots, par des robots, j'arrive devant un robot de titane, il est plus grand que moi, plus fort que moi, je peux pas lui jeter un produit chimique, je peux pas le cogner, il est devant moi sur le chemin. Si j'essaie de passer d'un côté, ça lui plaît pas, m'empêche, de l'autre côté, puis il va très vite. Il a déjà dans mon regard compris ce que je souhaitais, donc, il a tout décodé. Donc évidemment, moi, humain sapiens, je suis détrôné, j'ai perdu, comme tu viens de le dire, ma souveraineté, hein, je reprends ton terme. Mais à mon avis, ça va être aussi justement, c'est souvent dans les découvertes, ça va être le moteur par rapport à ce que tu questionnais, de nous dire, mais où est ma nouvelle souveraineté? Mais est-ce que moi, en écoutant ces propos, qui me, ce qui me choquait un petit peu, c'est que finalement, aujourd'hui, on est dans un brouhaha où le thème à la mode, c'est les IA, c'est positionné comme peut-être pas un progrès, mais comme quelque chose qui apparaît comme étant une découverte. Et finalement, ça cache quand même la vraie réalité qui est que l'intelligence, c'est quelque chose de collectif. Et donc, on sait que les groupes humains ou les sociétés ou les cultures qui ont survécu, ou les civilisations même qui ont survécu, c'est celles qui ont été capables d'opérer justement des dialogues, des confrontations d'idées, des confrontations de cultures et qui ont été capables de les assimiler, de les intégrer pour créer plus de capacité à comprendre le monde dans lequel on est. Et donc moi, ce dont j'ai un peu l'impression, c'est qu'on est en train de botter en touche. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chercher à améliorer la communication, et c'est une affaire politique, au lieu de chercher finalement à aménager des espaces communs où les êtres humains vont plus communiquer, plus discuter, plus être dans la compréhension de la différence de l'autre et de soi-même. Et finalement, on est en train de créer de faire émerger une troisième espèce, un troisième larron qui peut-être lui n'aura pas cette aptitude à réaliser des compromis, et qui va être finalement calé justement sur cette idée de performance, de perfection. Et justement, à mon avis, c'est ce qui est bien pointé dans les films de science-fiction, c'est le fait que ces machines sont structurées sur une idée d'optimisation et non pas une idée de fécondité des échanges. Et elles n'acceptent pas forcément comment dire, l'équivoque. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des machines, donc elles sont plus tournées vers une volonté d'efficacité orientée. Alors, quand je parlais d'orienter, parlais par exemple d'une expertise. Une expertise, c'est sur un domaine. Mais que se passe-t-il entre les domaines? C'est là où naît l'invention, la créativité, la fécondité. Et donc, à mon avis, le danger, c'est ça, c'est qu'en fait, au lieu de regarder vraiment quelles sont les modalités pour que l'humanité arrive à se sortir un peu de ces logiques de conflit, c'est finalement on crée un troisième larron qui peut-être n'est pas forcément la solution pour une humanité qui serait capable de se remettre en question et de dialoguer au-delà de positions de conflit et qui ne serait pas forcément, comment dire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on rate l'objectif essentiel. L'objectif essentiel, c'est que les humains s'entendent et dialoguent pour un monde meilleur. Et en fait, on est en train de créer une troisième espèce qui peut-être demain nous dictera quels sont les comportements que l'on doit avoir en fonction de sa propre norme, qui est une norme Alors, statistique. tu reviens sur Voilà, la je norme. reviens sur la dangerosité d'une norme, parce que la norme doit évoluer. La norme, elle est évolue toute adaptée à seule, un hein. temps, C'est seule la norme. elle est adaptée à un temps, une époque, un contexte, mais c'est pas un absolu. Qui veut répondre? Hamid? Moi, je pense que pour répondre à la question, même si je reste dans un cadre général, c'est-à-dire ne jamais perdre de vue notre autonomie de pensée, toujours.
et toujours réfléchir de telle sorte à ce que la société soit centrée sur l'esprit critique, d'accord? Pour éviter l'orientation dont tu parles. Mhm. Voilà. L'expérimentation, le questionnement, le progrès intellectuel et tout. Donc, on sait ce qu'on doit faire. C'est tout cela. On sait ce qu'on doit éviter. Donc, tous les dangers dont on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté politique pour aller vers tout cela? Là, c'est une autre question. Mais je pense qu'on est au-delà, parce que bon, et rebondit sur ce qu'a dit Stéphane, et d'une autre manière, Constantin l'évoquait, mais moi j'ai l'impression on n'est plus, et justement c'est un peu bizarre ce que je veux dire, on n'est plus dans un monde où justement il y a des volontés politiques qui vont apparaître, parce que ça va être d'une part en effet standardisé, normalisé, planétarisé, mais en même temps toutes ces idées qui seront standardisées, elles auront un certain nombre de gens qui justement réagiront contre l'excès de standardisation, diront mais moi je veux pas de ça, justement je ne veux pas d'une politique entre guillemets imposée par l'intelligence artificielle. Par exemple les plus jeunes, on en parlait un petit peu à un moment donné dans la conversation, euh, on se rend bien compte qu'il y a il y a un débat sous-jacent, c'est-à-dire que depuis les années, alors on a eu les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, maintenant on commence à avoir même des risques de guerre civile en France. Et partout, aux États-Unis aussi, enfin, on se rend compte que ça va plus du tout. Et là, d'une certaine manière, on peut se dire que l'intelligence artificielle, elle va être, alors je vais prendre une terminologie plurielle, elle va être des intelligences artificielles. Et Ramit en avait parlé dans un autre débat. Et à ce moment-là, on n'aura pas une normalisation unique, on aura plusieurs normalisations. Et c'est là qu'on revient sur ce que tu disais, sachant qu'en effet, la créativité et l'invention viennent toujours à la croisée des chemins, à la croisée des disciplines. Eh bien, on va avoir un moment donné où bah, l'autre là-bas, il écoute telle intelligence artificielle, il pense comme ça, mais moi j'écoute telle autre intelligence artificielle. Je suis pas complètement d'accord. Entre ceci et cela, bah, peut-être même une troisième route. Peu à peu, à mon avis, il y aura à nouveau une dynamique de créativité, d'originalité, de curiosité, mais ça va prendre son temps. C'est sans doute une période historique. C'est un peu comme qui de vous deux parler de téléviseurs, d'ordinateurs. Finalement, il y a un moment où on se dit tout le monde va être abéti par, imbécilisé, même quasiment fou, à cause d'un système de pensée donné imposé par une technologie. Mhm. Mais au bout d'un moment, ça y est, on a compris la technologie, oui, ok, bon, passons plus loin. Quand on observe, par exemple, dans le cinéma, on s'aperçoit que la plupart, je dirais 9 sur 10 des films qui apparaissent maintenant dans les années 2020, c'est des reprises de films des années Oui, c'est sûr. 2030, 1930, pardon. Mais oui, donc on se dit, c'est quoi? C'est un cycle, on va changer les vêtements, on va changer la technologie, on a un beau film. Mais le scénario, il est très ancien. Quand Et on a, il y a peu de scénarios qui, quelque part, sont originaux. C'est-à-dire que les histoires même se normalisent. Et comme il y a c'est un vrai. manque d'inventivité, finalement, les personnes se raccrochent aux années 70, 60 en retournant les mêmes histoires. Bon, Et pire, ces histoires sont reprises sur la littérature. je vais redonner la C'est parole aussi, à c'est ça. Constantin. Constantin, si tu Absolument. veux réagir. Oui. Euh, j'ai- on reparle de la normalisation, mais j'entends aussi ce que dit Danfield. Finalement, demain, je suis pas d'accord avec elle, IA, parce qu'elle a été entraînée, par exemple, sur des idées qui sont pas les miennes. Forcément, je vais en faire une autre pour obtenir une réponse peut-être plus juste, plus en adéquation avec ma propre personne, ma propre personne, mes propres pensées, etc. Mais finalement, en fait, qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que l'expertise?
qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Finalement, en fait, tout est dépendant en fait de l'être humain qui a produit en tout cas le contenu qui permet d'entraîner en tout cas l'intelligence artificielle. Donc finalement demain, si je suis en tout cas le propos de Phil, qui dit voilà, dénormaliser le tout parce que chaque entité économique, parce que pour le coup, il y aura peut-être plus des États, il y aura des regroupements de personnes avec des idées en cohérence les unes avec les autres, qui se retrouveront ensemble et d'autres à part avec des IA différentes. Finalement, qu'est-ce que la connaissance, qu'est-ce que la science? Est-ce qu'il y aura une science différente parce que finalement, tout sera confié en fait à cette IA et sera le rôle de l'être humain finalement face à cette IA. J'ai juste l'impression que avec le temps, en fait, tout à l'heure, Stéphane disait finalement que quelle va être la place finalement à ce que l'IA ne va pas justement nous dicter notre quotidien. Quelle va être finalement quelle est la part de l'IA qui va être qui va être enfin qu'est-ce que l'IA en fait va prendre à l'être humain? Quelle va être l'utilité de l'être humain demain finalement dans une société? Quelque part, certaines personnes vont utiliser l'IA pour produire, pour accélérer les processus de production et les processus d'implémentation. Finalement, l'être humain peut-être n'aura plus de rôle. Certains, en tout cas, n'auront plus de rôle. On en a déjà parlé dans une autre conférence. Finalement, est-ce que les êtres humains vont pouvoir trouver leur place face à ces IA? Et puis, tout à l'heure, on parlait de robotique. C'est encore un autre sujet. À quel point les êtres humains vont pouvoir être en confrontation finalement avec des robots. Surtout des robots qui potentiellement sembleraient presque mimer en tout cas le comportement des êtres humains. Donc finalement, quelle est notre place dans ce monde-là? Et là, moi j'ai trouvé que l'idée qui était intéressante, c'était finalement, en fait, l'idée de Stéphane, c'était finalement, en fait, les êtres humains qui vont se retrouver dans ce monde-là vont créer, en fait, des ponts entre les intelligences, entre les différentes intelligences. C'est notre créativité, c'est notre sens artistique, c'est notre intelligence. Elle est là où, justement, il y a un vide, il n'y a rien. L'intelligence artificielle, elle ne sait pas créer quelque chose dans un vide. Elle ne sait que créer que ce qui existe déjà. Elle ne sait qu'améliorer ce qui est déjà là. Elle peut effectuer des éventuellement améliorer. Comme un robot dans une usine qui produit des voitures. Comme une calculatrice qui sait calculer très vite, faire des courbes graphiques, comme sur mon ancienne grosse calculette qui permettait de faire des graphiques en 3D, etc. Oui, en effet. Et ça n'existait pas il y a très longtemps. Et puis finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose d'anodin pour nous tous. Mais finalement, les êtres humains, malgré toutes les améliorations, et je ne vais pas dire malgré, parce que c'est justement plutôt un bienfait, c'est grâce à toutes ces innovations, est devenu de plus en plus intelligent. Mais peut-être qu'il y a certains êtres humains qui sont devenus moins intelligents, et peut-être d'autres qui sont devenus plus intelligents parce qu'ils ont su rester dans les interstices où justement la modernisation, ça nous demande peut-être beaucoup plus d'énergie aujourd'hui, parce que plus on avance dans le temps, plus justement ces outils-là sont perfectionnés, miment le comportement humain, miment les tâches humaines qui nous sont conférées, et finalement, peut-être ça nous amène
peut-être à vouloir devenir plus intelligent. Oui, alors, Donc je suis un peu mitigé depuis tout à l'heure sur ces idées-là. Donc je me dis, est-ce que je vais devenir fainéant ou est-ce que je vais devenir plus intelligent? Tout ne dépend que de nous, de moi. oui, alors, en t'écoutant, je me disais surtout qui est à la manœuvre, c'est-à-dire qui pilote. Est-ce que ceux qui conçoivent les IA, est-ce qu'ils ont en arrière-pensée, j'allais dire, le fait de construire ensemble une société dans laquelle les humains sont plus humains que les humains de maintenant? Or, le risque, c'est qu'on va voir apparaître, par exemple, des IA qui seront greffés sur des robots avec des capteurs et des effecteurs, et donc ces créatures vont se mettre à œuvrer dans le monde. Et si le concepteur de ces machines a dans la tête une espèce d'idéologie post-industrielle, de production, avec un monde idéologique guidé par le commerce, je ne suis pas sûr que ça soit un monde dans lequel les humains Oui, mais soient, à l'instar soient à des, l'aise. à l'instar des radios libres, est-ce qu'il n'y aura pas des intelligences artificielles dites libres, justement créées Oui, par, voilà, donc à l'instar des radios libres. j'imagine qu'il y aura ce qu'on voit un peu dans les films de science-fiction, c'est-à-dire une partie des robots conçus par l'industrie qui sera dévoyée dans le bon sens du terme pour finalement accompagner les êtres humains dans une société plus humaine. Et donc il y aura peut-être une sorte d'opposition entre une troisième espèce qui sera plus soutenant les humains, plus humains qu'humains, et puis un autre aspect des robots qui seront quelque part utilisés comme des moyens de contrôle. Moi, je pense qu'il y aura les deux. C'est-à-dire, il y aura à la fois des forces ou des multinationales ou des forces qui sont mises en place par le capitalisme poussé à son extrême, qui créeront des robots qui, quelque part, chercheront à contrôler les humains, et réciproquement, les humains s'empareront aussi Mais tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, humains, notre idée quand même, c'est d'aller vers le meilleur. Notre idée, c'est de s'améliorer. Notre idée, c'est d'être créatif. de prendre soin des autres. On est là pour être créatif, on est là pour être intelligent. Si on se voit dépérir, on va devenir dépressif, on le sait, on se voit dépérir, donc on va s'enfermer. On est là pour être libre. Donc l'individu est là pour être libre. Moi, je pense que, enfin, sincèrement, la machine, Serge, je pense que ça va être difficile, mais comme dirait Delphine, c'est un cycle, c'est un moment. On entre dans ce moment-là, et voilà. Je voudrais rebondir sur ce que disait Constantin, mais ça revient un peu à ton propos, par rapport à un livre mien, donc publié en 2012, pardon, Neuroconnectique base neurale, donc je suis sur mon travail de recherche, et puis voilà ce que j'écris dans le début du livre, un petit avertissement épistémologique. La question capitale de ce livre pose: pourquoi continuer de demeurer des, entre guillemets, robots, plutôt que de nous efforcer à développer notre conscience? Paradoxalement, tout en prenant dans mes travaux de recherche, oui, je vais pas la lire, et donc dans ce livre, ce qu'en présentent les bases, un accroissement nécessaire à l'adaptation de notre espèce du niveau d'attention, vigilance lucide qualifiable de conscience de soi d'Homo sapiens, j'adopte une posture fermement réductionniste, entre guillemets, selon laquelle, d'un point de vue et d'entendement strictement naturel, au sens darwinien du terme, la conscience n'est pas nécessaire aux formes de vie biologiques issues de la chimie du carbone telles que nous les observons en nous et autour de nous sur Terre. Nous pourrions fonctionner tels des automates sans y trouver aucun inconvénient, et pragmatiquement, euh, le très haut niveau d'automatisme de nos vies prouve que nous parvenons à exister malgré lui,
tant que nous n'atomisons pas la planète, par quelques processus de destruction mutuelle pleinement machinal, tels qu'une guerre nucléaire. À quoi sert donc la conscience? Pourquoi sommes-nous traversés par des lueurs de conscience au point de nous souvenir d'un état d'être, d'un moment de présence où nous étions simplement là, assis tranquillement, mais avec une telle acuité, une telle lucidité dans la vigilance que ces instants résumés en ce moment, nous devenaient savoureux et nous hantaient tels des certitudes que notre existence a du sens, le sens de cette présence concrètement, justement, consciente justement. Vous me pardonnerez, je lis mal parce que c'est écrit petit, que je n'avais pas chaussé les bonnes lunettes, mais l'idée est là. Oui, c'est pas grave, mais l'idée est là et je voulais y revenir, c'est que il est vrai que scientifiquement, objectivement, la conscience ne sert à rien dans le processus de fonctionnement de la nature, mais elle se développe. Donc elle est contre nature. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre que d'une certaine manière, elle a besoin d'exister parce que justement la nature a ses limites. Et si on est confronté alors c'est pour ça que je revenais sur la question de Constantin, mais c'est vrai que si on est confronté à des normes, on y revient encore, ton terme Stéphane, et l'abêtissement dont tu parlais, Hamid, eh bien non, parce qu'à un moment ou à un autre, on revient sur les cycles, où il va y avoir une saturation d'être dans telle et telle norme. Il va y avoir une sorte. C'est mai 68, c'est la révolution. C'est déjà le cas. Hein. C'est une question qui est posée urgemment actuellement. On commence à entendre les problématiques de trop de normes avec les agriculteurs, avec différentes professions qui commencent à comprendre que ça verrouille le système et ça nous étouffe progressivement. Donc on sent qu'on est à la limite d'une remise en question de trop de normes, tue la norme. On est, à mon avis, dans cette époque. Oui. Je viens des normes, donc je sais. C'est énorme. C'est énorme. Bon, les amis, quelqu'un veut... T'as pas une autre question à nous poser? Non, ça y est, on a zut alors. terminé. À moins que quelqu'un veut ajouter tout ce qui a été dit depuis le début de ce débat. Si vous voulez que je donne un exemple Hamid, pour si être tu veux. positif par rapport Oui. à ce qui a été dit, c'est-à-dire l'avantage de l'intelligence artificielle, si on discute un peu sur le camp économique, l'économie c'est important, vous savez très bien que l'économie c'est important. Par exemple, prenons un modèle mathématique simple, où on cherche une relation entre les taux d'intérêt, par exemple, l'inflation et le chômage, par exemple. Une calculatrice classique, il suffit de lui donner de pourcentage pour qu'elle vous donne le troisième, un nombre, une réponse. Par contre, l'intelligence artificielle, oui, elle va vous proposer beaucoup de scénarios. Et c'est là où l'effort intellectuel, elle va nous aider exactement à fournir plus d'efforts intellectuels, à passer beaucoup plus de temps à réfléchir aux différents scénarios que de prendre une réponse toute faite, un résultat tout fait, qui peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est intéressant. Au lieu de passer, par exemple, prenez un exemple, une addition, par exemple. Une simple addition. Ou réfléchir, bon, c'est très simple, mais réfléchir, par exemple, à vos dépenses, comment les dépenser, et ainsi de suite,
fait travailler donc, notre cerveau. Mhm. Donc il me semble que l'intelligence artificielle est un atout pour nous permettre pour permettre à l'humain de se consacrer à l'essentiel, que de passer son temps à faire des calculs qui, au fait, par exemple, peut-être que vous le savez, rien que pour l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure, si on s'amusait, par exemple, à faire les calculs, on passerait des heures et des heures pour estimer les paramètres, je ne sais pas, faire des tests, ainsi de suite, sur le plan mathématique. Alors que là, avec l'intelligence artificielle, vous avez rapidement tous les scénarios possibles. Donc, et donc vous avez, euh, le- si vous voulez vous intéresser à l'équilibre du modèle, vous allez l'avoir. Si vous voulez parler d'un moment de crise, enfin, vous avez une manière de faire. Si vous voulez euh, voir le problème sur le plan politique, vous avez un scénario. Si vous voulez, ainsi de suite. Oui, mais, Les mais limites. je te coupe, mais l'erreur est possible. Parce qu'on voit ça aussi dans les lignes de code. Parce que ce que tu viens de dire sur une équation, d'accord, mais est-ce que cette intelligence artificielle, elle est toujours, elle va être toujours, c'est toujours vrai? Est-ce que le résultat est toujours exact? Ou est-ce que des erreurs sont possibles? Et l'humain va-t-il être capable d'aller voir si, ah non, là, c'est pas bon? Parce que dans les lignes de code, ça se passe, ça, hein. Il y a l'exemple d'une, d'un site internet qui a été conçu par une intelligence artificielle. Tout a été conçu par, mais malheureusement, il y a eu une erreur. Personne n'a été capable de savoir où est l'erreur. Oui, Donc, oui, ça pose problème. Voilà, je Oui, donne il faut juste, toujours un contrôle voilà, humain, l'esprit critique. voilà, un esprit critique, hein, oui. c'est pas. Oui, oui. Moi je dis, là, ce que je dis, c'est un modèle simple. Oui, oui, bien sûr. Là, il n'y a pas Mais bon, là, d'erreur. non, mais je Là, te. moi, je dis simplement que l'intelligence artificielle va nous permettre, tout simplement, de nous proposer beaucoup de scénarios. Et en D'accord? plus, Et rapidement, facilement. Donc, on peut se poser toutes les questions possibles pour y répondre. Donc, et en plus, par esprit de synthèse, par rapport à ce que tu dis, Hamid, moi, je retiens du moins l'idée que elle va nous libérer des tâches techniques, des calculs voilà, élémentaires, et donc après nous allons pouvoir nous intéresser à du sens, voilà. à de la profondeur, Bah, c'est à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on va s'intéresser à du vide, à construire sur du rien, Mhm. pour élaborer du mieux. Voilà, c'est Voilà. ça. Et non, mais c'est exactement ça ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que ce qui a été dit, c'est ce qui est déjà conçu. L'intelligence artificielle, bah, elle améliore, elle affine, elle propose d'autres possibilités. Ça dépend comment elle est alimentée. Ça Si elle est dépend comment elle alimentée, y alimente. s'il y a une validation des données d'entrée, justement par orientation et par domaine, dans lequel on a déjà une connaissance qui est stabilisée, oui. Mais si c'est un vaste réservoir où tout est accéléré de façon uniforme et sans orientation et sans validation, en fait, le risque, c'est ça, c'est d'avoir une, euh, une troisième espèce qui finalement pourra dire n'importe quoi et tout et son contraire. Donc moi, c'est ça qui me fait, qui m'amène à avoir un peu de réticence et de peur, c'est est-ce que les êtres humains sont conscients du fait qu'ils doivent aussi superviser leur création pour l'orienter vers des valeurs telles que la vérité, la véracité, la validité. Voilà, Ah, donc je me permets de t'interrompre voilà. parce que Est-ce que quand j'entends parler de la vérité, alors la euh, vérité, elle est relative, mais ah oui, parce que tu prends, alors, tu vas dire d'Einstein, ah bah, sans préciser qu'il était un jeune homme, ah, il portait les chiens des voisins, bah, c'est juste un ramasseur de chiens, c'est un imbécile. Et puis il se dit, bah oui, il se promenait avec les chiens, les gens lui disent, tiens, petit gars, je te donne 20 euros, tu me promènes mon chien. Bon, ça c'est un jeune homme.
Seulement plus tard, il gagne de l'argent, puis plus tard, il devient le grand Einstein. Mais les gens un peu fous, qui vont regarder juste le tout jeune, vont dire bah, qu'est-ce qu'on raconte sur cet homme-là? Non, c'est un imbécile. Et c'est là que la notion de vérité, et je ne sais pas comment l'intelligence artificielle la traitera, mais à mon avis, elle sera de plus en plus précise, contrairement à des gens à la limite de la folie qui peuvent dire ou écrire dans des réseaux des imbécilités, eh bien, elle va aussi cadrer. Oui, Einstein, c'est areux, areux, mais ça, c'est quand il est bébé. Mais quand il a tel âge, c'est un génie. Non, mais Voilà. je pensais plutôt à l'exemple, David, c'est-à-dire que sur des lois ou des modèles, euh, qui va dire à un moment donné, finalement, le modèle, par exemple, qui est proposé par l'IA, est valide ou pas? C'est-à-dire, pour des domaines connus, il n'y a pas de problème. Si on prend des équations d'aérodynamique, elles sont testées depuis 100 ans, donc on a une idée de la validité, de la robustesse du modèle. Mais si on a un domaine inconnu et qu'on a une machine qui quelque part propose des modèles sur la base de toutes les datas existantes, qui va valider le fait qu'elle se trompe ou qu'elle ne se trompe pas? Oui, mais ce que Alors, je viens de te dire, c'est que justement, à mon avis, ça, on est dans un début de nouveau monde. Mais peut-être que dans à peine 40 ans, il y aura des IA super performants qui seront capables d'évoquer ce mécanisme aérodynamique est valable à telle attitude, ou avec tel type de fuselage, ou avec, voilà, avec une dizaine de paramètres. bien sûr. Et donc là, ce sera sans erreur. Bien sûr. Oui, mais ça va dépendre de quelles données et quelle expérience on a injecté au départ. Je pense qu'il y a un vrai rôle, justement, l'être humain doit assumer son rôle de contrôler quelque part l'enfant qu'il amène à naître. Si on a un enfant qui a des potentialités absolument formidables et que quelque part on l'oriente pas vers des comportements éthiques dans la société dans laquelle il est, bah, on aura des IA pathologiques, comme on Oui. a des chefs d'État Pathologique. qui sont C'est Non, ce mais que je veux dire. voilà, enfin j'ai l'impression. c'est Hein. ça l'avantage dont je parlais tout à l'heure, c'est parce qu'elle nous offre plusieurs scénarios. Mm. C'est ça donc là, on peut Mais parler ça de bien et seuil, ça de mal. Négo, de zone interdite, je ne sais pas. Voilà, c'est là. Ouais. Donc c'est à nous par la suite de se dire, si je me place dans ce cadre, voilà de quoi ça va se retourner. Si je me mets dans ce cadre-là, voilà ce que je vais voir. Par la suite, c'est à l'être humain de décider Oui, il a encore quoi moyen de faire décider. par la suite. Par exemple, la Banque de France, elle peut ajuster ses taux d'intérêt par rapport à l'inflation et le chômage. Elle, pour elle, comment fera-t-elle de telle sorte à ce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de chômage, il ne va pas y avoir beaucoup d'inflation, un modèle, on appelle ça un modèle d'équilibre, par exemple, je ne sais pas. Mais il y aura comme pour les applications, il y aura, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura certainement des intelligences artificielles dites libres, donc qui vont rééquilibrer ce qui serait déséquilibré. Voilà. Constantin, si tu veux prendre la parole, un petit mot, Je vais prendre la mot de la parole. fin. Le mot de la fin. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me créer tous les scénarios dans ma tête. Ce qui se passerait, Tous les justement, scénarios, si, ouh là 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 là. si quelques. Je Est-ce que vous m'entendez bien? Nous, on t'entend bien, fort et clair. Oui. Tous les scénarios de ce qui pourrait se passer si quelques êtres humains décidaient de créer, en tout cas, des robots, des armes, en tout cas, tu parlais tout à l'heure là, de l'arme nucléaire, le film, mais l'arme nucléaire, le problème avec l'arme nucléaire, c'est que il n'y a plus personne sur la planète, il n'y a plus d'êtres humains, ou il y en a très peu, les uns qui survivent, c'est terminé. Donc imaginons que quelques êtres humains décident d'utiliser l'intelligence artificielle, les robots, ainsi que, en tout cas, tout ce qui est à leur disposition, en tout cas pour éliminer une partie des êtres humains. Je pense que finalement, au final, ces gens-là seront malheureux. Et finalement, ils finiront par mourir.
Donc, et je pense que je reste encore optimiste hein, sur le fait que malgré tout, si l'usage, en tout cas de la robotique, l'usage de l'IA dégénère à un moment, je crois encore en l'humanité et la conscience humaine qui potentiellement ne sert à rien d'un point de vue naturel dans la nature, mais qui justement est un frein justement à quelque chose qui pourrait se produire dans la nature, qui serait pour le coup, qui serait au niveau de l'humanité, qui pourrait décimer l'humanité. Donc j'étais en train de me faire finalement en fait personnes qui utilisent l'IA pour pouvoir produire plus vite, pour pouvoir créer des biens plus rapidement. Si finalement ces IA-là mettent au chômage quasiment l'intégralité, 90% des êtres humains, qui achètera ces produits Quel est le vecteur économique qui restera Et finalement, en fait, tout ça n'aura servi à rien. Donc ça périclitera en fait de tout seul. En fait. Donc finalement, il y aura forcément une force inverse qui fera que justement, je reste optimiste, ça ira vers le meilleur, même si à certains moments, il y aura des ratés. Parce que justement, on peut éliminer, en tout cas, éliminer l'utilité de tous les êtres humains, sinon l'humanité en partie meurt. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des idées folles justement pour réduire le nombre de personnes sur la planète. Ce sera le moment à un moment, mais peut-être que toutes ces personnes-là se révolteront contre ces personnes en retour. Bien entendu, peut-être au départ, ça sera compliqué, mais au bout d'un moment, il y aura forcément une force contraire qui ira à l'encontre de ces personnes. Moi, je crois encore ça, non. Alors, je repose la question de base. Merci beaucoup, Constantin. Je repose la question de base donc, du débat de ce soir, c'est l'intelligence artificielle provoquera-t-elle une dégénérescence mentale massive? Alors, moi, ma réponse, ce serait une dégénérescence, on n'avait pas de place pour un autre mot, mais on va dire intellectuelle, voire conscientielle, massive. Je pense que pendant un certain temps, oui, mais pendant un autre temps, il va y avoir à nouveau, justement, en prenant le message d'espoir de Constantin, je pense qu'il va y avoir un autre temps où, au contraire, ça va être un grand stimulant pour se dire justement, eh bien, si on comprend que la vie peut être ceci, cela grâce à l'intelligence artificielle, nous-mêmes, quelle pourrait être notre vie? Et pour revenir encore sur ce que tu disais, Constantin, par rapport à ce que disait Hamid avant sur le plan de la recherche en économie, on peut très bien se dire qu'il y aura des façons de payer les gens pour qu'on ait une économie, du moins l'un des deux vecteurs du produit intérieur brut, c'est toujours la consommation intérieure. Donc on s'arrangera pour que les gens, on amènera un système qui permettra aux gens massivement de consommer. Mais comme tu dis, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a trop de monde sur la planète et là, c'est plus rentable, donc il peut y avoir une élimination des humains ou de certains humains. Mais à mon avis, ce qui est plus intéressant à considérer, c'est que beaucoup de gens vont commencer à se dire quelle est ma place? Alors il y a ceux qui vont entrer en effet dans des mouvements un peu loufoques, sectaires et autres, mais il va y avoir beaucoup de gens qui vont commencer à se dire mais est-ce que je pourrais commencer à prendre le temps, puisque maintenant je l'ai, de réfléchir sur le sens de ma vie? Une citation de Hubert Reeves de mémoire, l'être humain est un créateur de sens. Eh bien, on pourra avoir des gens qui, au lieu de se dire vite, vite, il faut que je travaille pour gagner plein d'argent pour nourrir mes trois enfants, se diront, eh bien maintenant, le système fonctionne sans moi, mais me donne des petits, comment on appelle ça, des royalties sur l'intelligence artificielle, et donc je vais utiliser ma vie pour commencer à sentir, à comprendre plus exactement
comment donner du sens, un beau sens à mon existence. Je pense que là, on va avoir une vie plus intéressante. Quelques mots pour conclure, Amine. Bon, la conclusion concernant la dégénérescence mentale, pour moi, elle n'est pas un destin technologique. Pour moi, c'est un choix quotidien. C'est un choix quotidien. Chaque fois que nous utilisons l'intelligence artificielle, nous décidons, est-ce que je réfléchis avec elle ou est-ce que je lui abandonne ma pensée? La question, elle est là. Oui. Donc, l'intelligence artificielle ne menace pas l'intelligence humaine. L'abandon de l'effort intellectuel, si. Quelques mots pour conclure. Oui, ben, j'ai l'impression que c'est comme toute technologie, elle modifie la personne qui l'utilise. Donc, il faut être bien conscient que l'humain est déjà très technologiquement constitué au sens où il se co-constitue avec sa technologie. Aujourd'hui, nous sommes le résultat d'un couplage avec l'écriture, avec des outils, avec des ordinateurs. Donc, on coévolue avec une technologie. Par contre, c'est à nous de faire en sorte, justement, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une relation où cette technologie limiterait les possibles. C'est-à-dire, en fait, une technologie qui augmenterait les possibles, c'est quelque chose qui est un chemin souhaitable et je pense que ça dépend de nous, notre rapport avec cette créature qu'on a créée nous-mêmes. Et donc la question, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut on coévolue et qu'on réalise un effort de coévolution avec cette création. Et sous réserve de cet effort, à ce moment-là, effectivement, l'humanité devrait aller dans un sens plus positif. Constantin, quelques mots de conclusion? Alors, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec David, en tout cas, globalement, et je pense que, et j'aime bien aussi ce qu'a dit Stéphane concernant l'augmentation. Est-ce on souhaite finalement en fait se laisser sa pensée de côté et utiliser sans conscience ce qui nous est donné, en tout cas par l'intelligence artificielle, ou est-ce que on souhaite finalement consciemment co-construire avec cette intelligence justement des solutions plus innovantes. Tout à l'heure, je parlais des interstices, des vides. Finalement, en fait, je pense que la machine est en capacité de nous donner la globalité de la connaissance, quel est l'état de la connaissance à cet instant. Et nous, êtres humains, qui devons trouver notre place face à cette nouvelle technologie, comme dans toutes les époques où il y a eu des nouvelles technologies, l'homme a dû trouver sa place. Il a dû trouver sa place dans justement les interstices, en étant conscient justement de la qualité, en tout cas, de ce qui était mis à sa disposition. Et donc, je suis d'accord avec Amine, quelque part, en fait, c'est un choix de l'être humain. Est-ce qu'il se laisse complètement tomber dans la fainéantise en utilisant l'outil tel qu'il est, en mettant sa pensée de côté, ou est-ce qu'il souhaite tout simplement créer un humain augmenté grâce à cette intelligence pour créer justement de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, en étant conscient des réponses qui lui sont fournies, justement ce qu'on disait tout à l'heure, d'être conscient que ce qui nous est mis à disposition peut être à la fois vrai, comme plus ou moins vrai, ou plus ou moins faux. Voilà. Donc, Merci. Merci, Constantin. Merci beaucoup. Écoutez, moi, pour ma part, je reprends tes mots. L'humanité a le choix. Et c'est à l'humanité de choisir, mais j'ai la foi en l'humanité, et j'ai la foi dans l'intelligence et dans la
fameuse conscience humaine d'aller vers du bon et du beau. Et je vais inviter bien sûr nos audiovisionneurs à valider donc ce débat, si ce débat vous a plu, à cocher, à cliquer sur le pouce en l'air, et puis bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Et puis nous donnerons bien entendu un prochain débat très très prochainement. Et puis je remercie mes amis ce soir, Constantin, Hamid, Stéphane et Danfil. Merci à vous Merci et à Serge. très bientôt dans le cadre de nos débats X Intelligence au pluriel. À bientôt, chers amis.